Oui, oui, ça va très bien et je pense que je vais couper mon micro pendant que vous parlez, comme ça il y aura pas de retour et ce sera OK. confortable pour tout le monde. Merci, m merci pour votre accueil, à tous 2. Vous m'entendez toujours bien? Ça va? Ouais, OK, super. Alors moi, je suis dans une salle, c'est quand même assez haut, donc moi je vous vois là et en fait, moi je suis à l'AFEP. Vous savez ce que c'est l'AFEP? C'est l'Association française des entreprises privées, c'est le patronat et alors là, vous avez, derrière moi, dans la salle ici, des générations de patrons. Comme vous voyez, il y a pas beaucoup de femmes, hein, donc je compte sur vous les filles là, si vous êtes dans la salle, parce que ce serait bien, l'économie, elle serait peut-être différente s'il y avait plus de dirigeantes d'entreprise que de dirigeants d'entreprise. Je suis ravi de passer ce temps avec vous. Hem, pour moi, le nombre de personnes avec lesquelles on interagit, c'est pas super important. J'essaye chaque fois que j'échange avec des personnes de m'adresser en fait, à chacune et chacun d'entre vous, même si vous êtes très nombreux et c'est évidemment, plus facile quand, vous l'êtes un peu moins. Donc je suis ravi qu'on soit pas très nombreux aujourd'hui, pour cette discussion. Je trouve, très beau et très important le thème sur lequel vous travaillez, le sens du travail. Hem, Très beau parce que vous allez voir au bout d'un moment, le travail, ça occupe une place importante dans la vie. Heu, Ça on peut soit le subir, soit, essayer de le vivre et heu, le travail est non seulement et vous l'avez sans doute, vous-même déjà ressenti dans votre, propre parcours scolaire, mais aussi, peut-être, et sûrement d'ailleurs j'imagine, dans plein d'autres choses que vous faites à côté, que ce soit en sport, que ce soit en créativité, que ce soit dans l'art.
rien ne se fait sans travail. Le le travail, c'est notre participation à une forme de création, qui nous dépasse. C'est notre contribution à quelque chose de collectif qui est plus grand que nous et en même temps, c'est par ça, sans doute aussi, ce qui nous réalise, c'est même sans doute ce qui nous définit plus que tout le reste, hein, de mon point de vue, hein. Hem Et c'est pour ça que c'est à la fois important, mais c'est comme je le disais aussi, c'est beau parce que, selon le sens que vous allez donner à votre travail, selon la façon dont vous allez le vivre, bah, ça fera de vous la personne que vous êtes appelé à être et ça fera aussi, le travail sera sans doute aussi un moyen de vous révéler à vous-même, hem, ce que vous êtes appelé à devenir et moi je pense que ce travail de connaissance de soi, de qui je suis vraiment, dans le monde très compliqué dans lequel on vit, très complexe, où il y a plein d'incertitudes, où il y a plein de choses dont on ne sait pas très bien si elles sont bien, pas bien. La science évolue, elle dit un truc un jour, puis elle dit autre chose un autre jour. La morale dit un truc un jour, puis elle dit un autre truc le lendemain. Peut-être pas le lendemain, mais une génération après, elle dit parfois la même chose, quoi. Les consensus sociaux, ça, tout ça, ça évolue beaucoup. Et, et de ce point de vue-là, je pense que la capacité à savoir qui on est, qui on devient, c'est vraiment la clé pour, avancer en cohérence avec, qui vous vous sentez être, malgré toutes ces injonctions qui sont parfois contradictoires. Et je ne crois pas du tout qu'une vie de travail et une vie tout court, ce soit, un truc facile, hein, mais je pense que, hem, c le travail nous confronte au réel, en fait, heu et ça permet, moi en tout cas, ça mon expérience, c'est que ça m'a beaucoup permis de au-delà des convictions ou des valeurs que je pensais avoir, de les tremper dans le creuset de la réalité, les brûler au fer de la réalité là, les confronter à les tester avec la température, avec plein de choses, quand on travaille à plusieurs, ben, les convictions qu'on a, les certitudes, elles tombent parce que les autres ont une vision différente des choses et qui parfois peut être très authentique, autant authentique que celle qu'on a l'impression d'avoir nous. Et moi ça m'a amené à une chose qui est que je pense qu'on ne construit rien, ensemble dans le travail si on ne fait pas des compromis par rapport aux choses auxquelles on croit. Mais faire des compromis et faire des compromissions, c'est très différent et c'est là qu'est toute la différence. La compromission, c'est un compromis que vous faites qui abîme l'intégrité de qui vous êtes. C'est quelque chose avec lequel vous n'arrivez pas à vous regarder dans la glace et il ne faut pas en faire. Et donc toute l'aventure de la vie de travail ensemble, c'est d'avancer sur ce chemin où on construit ses convictions, ses valeurs en les frottant à celles des autres, dans le compromis permanent qui les affine, qui les rend plus humaines, plus inclusives, plus et cetera, mais sans faire de compromission. Hem, je pense qu'il y a toujours dans le travail, de nouveau, j'y repense. Moi, je fais beaucoup de montagnes aussi, je pense que pour toute cette génération que vous êtes là, qui sans doute faites aussi, comme je le disais tout à l'heure, du sport, de l'activité, du plein air, j'en sais rien, de la créativité, du piano, de la lecture, de la cuisine, de la peinture, je sais pas quoi. Vous élevez des poules peut-être pour certains d'entre vous. Ce que je veux dire par là, c'est que toute activité est fondamentalement liée au travail. Hem, on pourra parler du repos si vous voulez, mais c'est un moment très particulier, le repos. Même si, dans notre civilisation, heu, c'est devenu une civilisation du temps libre, du loisir en fait, hein, et je pense pas qu'il faille le remettre en cause, mais il faut le remettre en perspective. La première des réalisations, je pense qu'elle se passe par le travail, elle se passe pas dans le loisir et même dans le loisir, bien souvent,
je reviens pas sur tous les exemples que je viens de citer. Il y a une forme de travail, il y a une forme d'apprentissage, il y a une forme d'effort, il y a une forme de et donc cette dualité, faut arriver à la vivre en comprenant bien qu'il y a à la fois une contrainte, mais il y a quelque chose d'ontologique aussi dans cet effort. C'est par cet effort qu'on devient qui on est. Bon, je pourrais continuer longtemps, donc je vais m'arrêter parce que vous avez plein de questions, mais c'est juste pour vous dire que, je suis vraiment très heureux de passer ce moment avec vous. Merci. Attends, je t'appelle. Bon, c'est une super question. Merci et oui, quand j'ai vu ce sur quoi vous travaillez, moi j'ai été très marqué par ma classe de philo en terminale, et puis ensuite en prépa. Très, très marqué par ça, j'ai vraiment découvert, des outils pour, comprendre ce que je voulais faire et ce que je voulais être et et une partie de ça a porté sur, le travail, mais pas que, on était sur beaucoup d'autres, thèmes. Donc ouais, absolument, le fait de réaborder, cette question de pourquoi et comment, le travail, s'inscrit dans la philosophie, je trouve que c'est vraiment intéressant. Hem et puis, heu et puis c'est aussi la démarche, d'Elsa. Alors je sais pas si elle est prof Elsa, j'imagine. On dit madame peut-être, je sais pas. Mais, moi je suis toujours très touché par la simplicité et l'audace des gens qui portent des projets. Je peux vous dire que, hem, ouais, l'attachement qu'elle a pour ce que vous faites, pour vous, chacune des personnes que vous avez, ça transpirait dans le message qu'elle m'a adressé, quoi et donc moi, je suis toujours émerveillé de ça et de temps en temps, bah, je tombe sur un message et je dis: «Oui» et c'est comme ça que ça se fait, quoi. Donc je suis heureux d'être là avec vous. Voilà. Il faut me rappeler parce que j'ai raccroché. Attends, je t'appelle parce que ça vient pas là.
Super question aussi. Merci, Alexis. Donc, moi, je me suis aperçu en travaillant là, depuis 30 ans, que je n'ai qu'une seule ressource, c'est le temps. Je n'ai que ça. D'ailleurs, pour vivre, c'est la seule chose qu'on ait. Et du coup, je me suis mis à être très exigeant avec moi-même sur la façon dont j'utilise ce temps. Hem, Non seulement vis-à-vis de mes responsabilités, professionnelles, bien sûr. Je suis très exigeant avec les uns et les autres autour de moi sur l'utilisation du temps. J'estime que on peut se dire en en 1/2 heure ce qu'on pourrait se dire en 45 minutes. On peut se dire en 7 minutes ce qu'on pourrait se dire en 15 minutes. On peut se dire en 3 minutes, ce qu'on pourrait se dire en 5 minutes. Et je sais bien sûr qu'il y a un passage à la limite à tout ça. C'est que si je donnais plus de temps au temps, bah, je vivrais des trucs, différemment. Et c'est ce que je suis en train de faire avec vous. Et donc, d'un côté, j'ai essayé, et je vous le dis, c'est pas une méthode générale, hein, mais tu me poses une question, personnelle, donc je te réponds personnellement. Moi, j'ai essayé, en fait, j'ai lu un bouquin, à peine plus âgé que vous, qui s'appelait le One Minute Manager. C'était, dans les années 90. Et c'est un tout petit bouquin américain que j'ai trouvé extrêmement intéressant et qui montrait comment, en étant exigeant avec moi-même et avec les personnes qui travaillent dans mes équipes sur l'utilisation du temps, c'est le meilleur moyen de faire en sorte que la délégation dont ils bénéficient, l'autonomie dont ils bénéficient dans leur, mission soit utilisée à plein. Moi, je n'ai pas d'autre moyen que d'élargir ce que je fais, de grandir dans ce que je fais, que de déléguer toujours plus. Plus je délègue, plus je me libère du temps. Et donc, j'ai toujours été super exigeant sur le fait que les gens viennent pas me voir, alors qu'en fait, ils ont la capacité de prendre cette décision. Ils ne viennent me voir que si ça bloque pour eux, ils ont besoin de moi. Hem et voilà. Et du coup, oui, en effet, je raconte dans ce livre que j'ai des réunions qui durent 3 minutes. Bah ouais, c'est vrai. Hem Et d'un autre côté, au même moment, j'ai élargi, depuis, ça fait maintenant, presque 20 ans, que j'ai une règle, c'est que je bloque minimum une demi-journée par semaine et minimum 2 jours par mois, complètement bloqué jusqu'à, l'avant-veille, quoi, quelques jours, et personne n'a le droit d'y toucher. Et c'est comme ça que je me retrouve avec vous aujourd'hui. C'est que si, j'avais mon agenda bloqué jusqu'en 2025, et il pourrait l'être avec des réunions non-stop, des machins, des trucs dans tous les sens, bah, j'aurais pas la place de faire ça. Donc j'ai gardé vraiment de quoi respirer, et c'est une respiration qui me sert à la fois à aller grimper, si j'en ai besoin. Ce matin, je suis allé grimper de 7 heures à 8h30, et de passer du temps avec vous, à Paris, hein. Voilà. Donc ouais, ça a été ça ma méthode. Alors après, sur ta question sur le temps libre, probablement non. Probablement non. C'est-à-dire, oui, évidemment, si tu as, tu vois, si tu es sur ton axe, si vraiment tu sens que tu te réalises, ou que ton travail te réalise au sens de il t'accouche dans la réalité de qui tu es, hem, tu as sûrement moins le besoin d'aller, faire radicalement autre chose. Et je pense d'ailleurs que du coup, enfin moi, je me suis très souvent posé la question de, hem, la respiration entre ces 2 mondes et leurs contradictions. Hem Si bien que je sais très bien que dans mon travail, il y a tout un tas de choses qui ne me réalisent pas. Je pense, j'ai besoin de contemplation, j'ai besoin de temps, j'ai besoin, et je n'arrive pas à le trouver dans la responsabilité que j'ai. Hem Et pour autant, je travaille plutôt, 2 fois 35 heures par semaine qu'une seule, hein, tellement je les aime, les 35 heures. Donc ouais, et néanmoins, je pense qu'il faut être vigilant. C'est-à-dire que, bon, ben, je reviens sur ce que je disais sur le repos. Je pense que le repos, c'est sacré. C'est sacré au sens de, on peut le mettre au sens du sacré et du divin, mais c'est sacré aussi au sens de l'être. C'est-à-dire que c'est cette capacité de l'esprit. Il y a un poète que j'aime beaucoup, beaucoup là, qui vient de mourir, qui s'appelle Christian Bobin, qui avait cette toute petite présence au monde là, avec des mots, incroyablement, simples, et qui vivait, dans une petite maison à Fontainebleau,
dans les bois et qui a vécu comme ça. Et quand tu lis sa poésie, c'est absolument incroyable. Et rien de tout ça ne serait né de cette patience qui est là. Donc, je pense que un des risques, y compris dans mon métier à moi et dans la voie que moi j'ai choisie, c'est vraiment d'être, d'une certaine façon, surinvesti dans son travail. Merci. Merci pour la question, Kylian. Hem, Comment on fait? D'abord, on fait confiance aux gens qui vous ont confié ce boulot. Moi, je me suis retrouvé, je ne sais pas si c'est une chance, hein, c'est sans doute un privilège, mais je ne suis pas sûr que ce soit une chance. Mais je me suis retrouvé en effet, vraiment très vite, quasiment dès ma sortie, d'école, en situation de responsabilité. Et j'étais incapable de savoir si je pouvais les assumer parce que je savais juste pas, quoi. Dans mon premier job, dans mon deuxième job et dans mon troisième qui a été celui de directeur financier, quand j'avais, 29 ans, je savais pas. Et du coup, la seule façon dont alors pardon, si, il y en a. Hem, la première des choses, c'est de faire confiance dans les gens qui te nomment. En te disant, «On me donne ce poste, la personne», il faut vérifier le processus par lequel cette proposition vient et c'est fait. Confirmer ce choix. Mais c'est vraiment en s'appuyant sur l'expérience des gens. Quand 3-4 personnes qui s'y connaissent décident que tu es la bonne personne pour faire le boulot qu'on te confie, bah, il faut partir du principe qu'ils ont raison. Tu te poses des questions: «Mais vous êtes sûr que c'est bien moi? Parce que moi j'ai jamais fait ceci et cela». «Ben oui, parce que voilà, on pense que, on t'a vu faire ceci ou cela et puis on a vraiment plutôt besoin d'un profil qui comme ça». Première chose. Deuxième chose, hem, savoir que quand tu fais un boulot, le principe de base, c'est de t'entourer de gens qui sont meilleurs que toi. Moi, j'ai débarqué à 29 ans directeur financier. Tu imagines bien que je ne savais pas faire de la trésorerie internationale aussi bien que le trésorier qui était là en place. De l'arrêté des comptes consolidés de l'entreprise aussi bien que le comptable qui était là, que le fiscaliste qui faisait les déclarations fiscales, et cetera. Et donc reconnaître, vite ses propres zones d'incompétence et d'amélioration, c'est fondamental et ne pas hésiter toujours, à s'appuyer sur des équipes, auprès desquelles on apprend. Moi, j'ai passé mais littéralement ma vie professionnelle à apprendre auprès de mes équipes. Donc voilà, être, tout de suite se retourner, tu reçois quelque chose du «dessus» entre guillemets, tu te retournes vers ton équipe et tu dis, «Voilà, on va faire ça ensemble. Qu'est-ce qu'il faut que je sache, quoi? Qu'est-ce qu'il f où est-ce qu'il faut que je m'améliore?» et cetera, pour vous accompagner, vous, mon équipe, dans, les missions que vous avez. Parce que moi, mon succès en tant que patron d'une équipe, c'est le succès de l'équipe. Ça ne peut pas être mon succès à moi tout seul, quoi. Et la dernière chose, c'est finir par se faire confiance. J'ai remarqué dans tous mes jobs que, j'ai eu la chance de nouveau, on m'a jamais j'ai jamais demandé un boulot, hein. Même celui que je fais aujourd'hui, des gens sont venus me chercher. Et donc, voilà, j'ai fait 4 boulots dans ma vie, enfin, que j'ai changé 4 fois, et à chaque fois, c'est des gens qui sont venus me voir. Mais du coup, je me suis retrouvé noyé pendant les 3 à 6 premiers mois, à chaque fois. Noyé parce que des trucs nouveaux, beaucoup plus gros que ce que j'imaginais, je sais pas quoi, et cetera. Et au bout de 6 mois, j'ai émergé. J'ai émergé,
avec quelque chose qui est vraiment intéressant pour votre génération en tout cas, c'est que comme à l'époque, heu, j'avais des responsabilités à des âges qui étaient je travaillais avec des gens dans le comité exécutif qui avaient 2 fois mon âge, quoi. Des gens qui avaient, 58, 60 ans, moi j'en avais, 30. Et ben, je réfléchissais pas de la même façon. Je voyais le monde différemment. J'allais plus vite sur certains trucs. J'étais câblé avec mon époque plus qu'il ne l'était. Et c'est pour ça que moi aujourd'hui je travaille avec plein de jeunes, parce que je pense qu'ils sont plus câblés avec l'époque d'aujourd'hui que je ne le suis moi. Mais du coup, oui, je trouve qu'il y a un vrai rapport intéressant entre la prise de responsabilité et la jeunesse. Après, rester jeune, ça s'entretient. C'est pas qu'une question d'âge, bien évidemment. rester curieux, rester, avec l'envie, avec l'ouverture, avec la crainte aussi, se dire qu'on ne sait pas si on va y arriver, tu vois? C'est pas parce que tu as 30 ans d'expérience que tu te dis: «OK, à tous les coups, je vais y arriver». Ça se cultive aussi ça, hein. Et la dernière chose que je voudrais dire, c'est que, je sais pas combien d'entre vous ont déjà bossé, vont et vont peut-être aussi avoir des responsabilités de management assez vite. Mais, j'ai été assez proche aussi de promotion, d'ingénieur agronome, par exemple, heu et pour avoir été, patron d'une entreprise, agroalimentaire, je suis, impressionné par, les responsabilités de management, heu, qu'on donnait à des «gamins» entre guillemets. J'étais pas gamin quand j'avais cet âge-là, de mon point de vue, mais vu de là où je suis, je sais pas, 25-27, 30 ans de direction d'atelier dans des usines ou même d'usines, tu vois? Avec, 100-150 personnes, parfois 30, parfois plus. Au Brésil, moi je me souviens une directrice, une brésilienne incroyable, qui travaille toujours, chez Danone d'ailleurs maintenant, qui avait 30 ans, qui était patronne d'une usine de 500 personnes, avec des syndicats, et je me disais: «Waouh, c'est incroyable quand même, la responsabilité que ces jeunes, dans les usines, dans le technique, hein, ont». Et c'est de mon point de vue, c'est encore plus impressionnant que dans des fonctions commerciales ou marketing et autres, parce qu'en fait, tu gères des populations et tu gères des gens qui ont des trajectoires de développement professionnel qui ne sont pas les mêmes que celles que tu vas avoir toi. Et c'est ça qui est incroyable, je trouve, comme responsabilité, hein. Quand tu te retrouves face, à des ouvriers spécialisés, des techniciens qui font un boulot incroyable et qui ont, je sais pas, 30 ans de boîte, tu vois? Ou 25 ans de boîte et qui vont être là. Toi, tu vas évoluer dans 3 ou 5 ans, mais eux, ils seront toujours là. Comment est-ce que tu valorises ces parcours? Comment tu vois, comme ils ont des choses à dire précieuses quoi sur le travail, cet ancrage dans le travail. Et donc je trouve que c'est vraiment un privilège d'être exposé à ça en tant que jeune ingénieur, et je vous souhaite d'être, que ce soit dans des équipes de R&D d'ailleurs, hein, où il y a des experts ou dans d'autres équipes, mais en particulier en management, je trouve dans les fonctions techniques et les fonctions industrielles, c'est assez impressionnant. Merci. Merci Ewen. C'est un joli prénom du coin ça. Hem, ben, il faut vraiment savoir pourquoi, on le fait quand on le fait. C'est-à-dire que, moi, je considère vraiment que la seule chose à laquelle il faille obéir, je ne sais pas si c'est au doigt ou à l'œil, mais c'est à sa conscience, ta conscience à toi. Et évidemment, il faut l'éclairer autant que possible. Et c'est en ça que ce que j'évoquais tout au début,
est vraiment important, c'est que c'est un chemin, le chemin de conscience. Ça prend du temps, c'est c'est jamais fini, c'est jamais terminé et il faut être enfin moi je vous invite vraiment à être vigilant là-dessus et à enrichir ce chemin de conscience en permanence par ce que je décrivais tout à l'heure. Allez voir des gens qui pensent différemment de vous, allez voir des bouts du monde qui sont différents de et ils sont parfois juste à la sortie du bâtiment là, hein, mais vous asseoir dans la rue avec des gens qui sont assis dans la rue, heu, c'est ça qui éclaire la conscience. Hem Et à partir de là, bah, tu sais si tu dois obéir ou pas aux instructions qui te sont données. Moi, j'ai vu des gens partir parce qu'ils estimaient qu'ils étaient pas d'accord et ils poursuivent des ordres et je trouve ça complètement normal. Hem, mais il faut bien savoir pourquoi on le fait. C'est-à-dire que moi, j'ai eu aussi des tentations de partir, j'en ai eu en permanence. C'était trop dur, trop de pression, trop près des compromissions, tu vois? Trop risqué sur le plan de ce que je pensais vraiment moi. Et à chaque fois, ce qui m'a retenu, c'est, bah, non, je veux pas abandonner, avant d'avoir vraiment d'être sûr qu'il y a pas de voie qui passe là. On va essayer encore plus dur. Allez, 2 mois de plus, 3 mois, 6 mois, 1 an de plus. Donc je pense que ouais, cette interrogation, de la conscience en face de ce qui t'est demandé, elle est fondamentale. Après, il faut être clair que ça vient avec un risque, mais c'est le risque de la liberté. La liberté, on dit que ça a pas de prix, mais si, ça a un prix et la question c'est est-ce qu'on est prêt à le payer quand et comment? Évidemment, si tu parent de 2 gamins, tu viens d'acheter une maison et tu as tes emprunts à payer, ben, peut-être que la sagesse, c'est de se dire, «C'est pas le moment de me fâcher avec, l'entreprise avec laquelle je bosse. Ils me demandent de faire des trucs, je suis pas 100 d'accord, mais je suis d'accord à moitié, ben, OK, pendant 2 ans ou pendant 1 an, où je ne lâcherai pas tant que j'ai pas trouvé un boulot que je commence à chercher d'ailleurs, mais je vais prendre du temps parce que, bah, j'ai des contraintes. Je me suis mis moi, j'ai choisi, que ma priorité dans la vie pour les 5 ans qui viennent, ça va être, ma famille et ça aussi, c'est des choix super importants, hein, bien entendu. C'est pour ça qu'il y a pas de règle à part celle vraiment de la conscience. Moi, ce que je peux dire, c'est que et de nouveau, mon parcours est particulier, chaque parcours est particulier, mais j'ai toujours veillé à ne pas avoir peur de perdre mon boulot. Hem, plusieurs fois, je suis allé voir en disant: «Si on fait pas ça, je démissionne». Plusieurs fois, j'ai publié un premier bouquin quand j'avais 26 ans. J'étais dans la banque d'affaires, je parlais de la finance et pas, dans des termes très élogieux. Bah, je suis allé voir mon patron à Londres, je lui ai dit: «Écoute, je vais publier ça, chez Hachette. Si vous voulez que je quitte la banque, tu me le dis, je partirai». Donc il faut poser ses choix et puis essayer d'avancer avec ça. Mais moi, je fais ça parce que je savais que je me faisais confiance pour retrouver un boulot qui allait m'intéresser et cetera. On n'est pas tous dans cette situation. Je pense que c'est important que des gens qui étaient dans la mienne, se posent cette question dans ces termes-là. C'est très important que d'autres qui ont plus de contraintes ou moins de facilité à retrouver un boulot se posent des questions différemment. Pardon, hein, j'ai pas une réponse super, blanc-noir là, mais je pense que c'est vraiment un chemin de discernement, auquel il faut être attentif. Et peut-être une dernière chose que je dirais, hem, parfois, rester dans un boulot dans lequel on n'a pas super envie, ça permet aussi d'apprendre. Il y a une phase d'apprentissage qui est très, très importante, notamment dans vos métiers là, plus techniques. Hem, je pense qu'on ne transforme bien que ce qu'on connaît. Et moi, tu vois, il y a eu un moment, il y a eu notamment, 1 an et demi quand j'étais en finance, avant de rentrer dans une entreprise. Vraiment, je me disais que j'avais envie de changer, quoi. C'était clair et j'arrivais pas à trouver, j'arrivais pas à m'y mettre et cetera. Et ben, je pense que l'année et demie que j'ai passé l'air de rien, quand je regarde, bien plus tard, j'ai appris des trucs, qui m'ont rendu, assez sûr de moi quand je proposais, des changements, des réglages différents, des bandes passantes différentes pour aller explorer d'autres trucs que j'ai appris en fait pendant cette année et demie. Donc, même le temps qui parfois paraît perdu n'est pas perdu et on pourrait d'ailleurs discuter du fait que les échecs ne sont pas des échecs. Les échecs, c'est juste un chemin.
Faut pas vous laisser décourager par, cette sensation de l'échec si jamais elle vous arrive. Vous êtes en prépa, donc bien sûr, vous allez réussir, mais pas forcément les concours. Moi, j'en sais rien. Hem et et ouais, enfin, c'est un moment très, très délicat de votre vie là, parce que vous travaillez comme des dingues pour, voilà, sortir par le haut. Et peut-être que certaines et certains d'entre vous, vous allez pas y arriver. Mais en France notamment, je trouve qu'on a un système d'éducation qui classe, qui note, qui quantifie et du coup, ben, qui trie entre, ceux qui réussissent et ceux qui réussissent pas. Et moi, je peux juste dire une seule chose: je n'ai appris que de mes échecs dans ma vie. Ils sont peut-être pas visibles, mais je veux dire, là où j'ai appris, c'est vraiment quand je galérais, quoi. C'est pas quand, tout le monde dit: «Waouh, c'est génial ce que vous faites». Bah, dans ce cas-là, tu apprends rien, quoi. Au contraire, ça t'emprisonne, tu as l'impression que tu es arrivé, donc ça y est, j'ai trouvé la solution. Non, non, on n'a jamais trouvé la solution. Donc qu'est-ce quoi qu'il se passe là pour la fin de l'année, pour ceux qui sont en deuxième année, ce ne sera pas un échec. Ça n'est c'est pas parce que c'est lu comme un échec, c'est pas parce que vous êtes pas sur la bonne liste, c'est pas parce que, votre famille, votre entourage, vos profs vont vous donner cette sensation de l'échec. Ça n'est pas un échec, c'est un chemin. Vous allez apprendre de ça. Voilà. Bon, je vous souhaite quand même de réussir tous, bien sûr. Chouette, une fille. Hem, ouais, j'ai déjà rencontré Jean-Marc Jancovici, à 2 reprises, dont, la dernière ici à Paris où on est allé prendre, on est au moment où moi j'ai sorti mon bouquin, il sortait, le projet, de transformation de la société française, PTF. On a discuté 2 heures ensemble. Je pense qu'on se connaît assez bien et je partage, pas mal de ses analyses, ouais. Ouais. Hem, je pense qu'on n'a pas la même, enfin, c'est clair, hein, qu'on n'a pas du tout le même rôle peut-être, on va dire, ou la même approche. Jean-Marc, c'est un ingénieur, voilà, ça et donc je pense que pour vous, c'est nickel. Moi, je m'accroche dans certains raisonnements, mais c'est carré, ça dépasse pas, c'est comment dire? C'est irréfutable. C'est des raisonnements où ils t'emmènent en te convainquant de façon, cartésienne en fait, hein, rationnelle et je pense que c'est super utile. Moi, j'ai une approche qui est différente. D'abord, je suis incapable d'avoir, le niveau heu, de granularité dans la connaissance qu'il a développée lui-même, hein. Moi, j'ai appris l'environnement, la biodive, le carbone, le climat, tout ça, sur le tas, en y travaillant depuis maintenant, une bonne quinzaine d'années. Mais je ne m'estime pas du tout, ni scientifique et ni voilà. Donc j'ai vraiment une approche de praticien et heu, moi, ma théorie du changement, elle passe par les gens. Elle passe par, l'énergie, par, la conscience, elle passe par, l'intelligence collective. Donc je suis plus sur sans doute sur la méthode et sur les processus de changement. Lui est plus sur le contenu même. Après, moi, dans ma tête, j'ai aussi des scénarios, je suis plutôt convaincu de par où il faut aller et cetera. Mais je vais prendre juste un exemple. Pardon, je suis assez long, hein, mais je pense que j'espère pour vous que vous avez tous lu ou que vous allez lire, la BD de Jean Co là, hem et que vous le suivez sur LinkedIn, si vous avez le temps, en dehors de non, pourquoi c'est interdit LinkedIn ou c'est quoi? Je vois des gens qui courent. Je vous entends pas là.
Je continue? Je continue? Ça va si je continue? Dites-moi oui. Je vous entends pas. Vous m'avez perdu? Alors, qu'est-ce qui se passe? Oui, allô? Ouais. Après le son, on n'a plus l'image. Pardon. Ah bon? En fait, on a l'image uniquement sur une mini tablette, mais ça retranscrit plus sur le grand D'accord. vidéo, donc on n'a plus le son. Je pense que c'est lié au fait qu'il y a ça doit être un. Je sais pas. En fait, je sais pas. D'accord. La partie technique ne me parle pas trop. Ouais. Donc Mathias est en train de reloguer tout ça. D'accord. Et normalement, ça va être bon d'ici quelques secondes. Voilà, ça y est, c'est bon. C'est bon? Donc Ouais, je continue? Bon. Ouais, parfait, merci. Donc vous m'entendez toujours là? Et vous me voyez en plus? Grand luxe. Ouais, je disais, que j'espérais que vous aviez, tous lu ou que vous liriez lorsque vous aurez fini de réviser vos concours, la BD de Jean Covici et même que vous le suivez sur LinkedIn parce que sur LinkedIn, il poste, vraiment des trucs, intéressants, très souvent. Il est très, très présent. C'est vraiment sa méthode, pédagogique, voilà. Heu, moi, pareil, un truc sur lequel il s'exprime peu et qui pour moi est un axe vraiment fondamental et qui peut éclairer aussi vos choix professionnels éventuellement ou de situations de vie. Moi, je crois qu'au-delà des choix technologiques que nous devons faire, qu'il est clair que Jean Covici et d'autres, hein, éclairent, et donc moi je me sers, dans mes propres choix et guidages dans ce que je fais professionnellement et personnellement. Je pense qu'il y a une facette qui est extrêmement importante de la transition écologique et sociale, c'est l'innovation sociale. C'est pas de l'innovation high-tech, c'est de l'innovation low-tech. C'est ce qui se passe au plus près du terrain, c'est la façon dont on vit ensemble, euh, l'intelligence collective dans laquelle on se place, le lien social qu'on recrée parce qu'il s'est énormément distendu, et le travail est un lieu de lien social très important. Et je pense que cette transformation, entre guillemets, par le bas, c'est-à-dire par le terrain, elle est au moins aussi importante que celle par le haut qui définit les grandes politiques énergétiques, les choix technologiques sur lesquels chacun des pays, euh, voire des territoires d'ailleurs, doit construire sa résilience climatique. Le climat, qui est vraiment le terrain de jeu de Janco, le climat, c'est, de mon point de vue, va redéfinir complètement les avantages concurrentiels à la fois des entreprises, de l'économie et des pays. Et quand je dis des pays, des territoires. On ne pourra plus faire de maïs au sud de la ligne La Rochelle-Valence en France dans 20 ans. Il fera trop chaud, il n'y aura plus assez d'eau. Et pourtant, ça fait 2 siècles qu'on fait du maïs. Donc, ça veut dire que ce territoire, l'Aquitaine par exemple, devra réinventer son agriculture ou son économie pour s'adapter à ça. Et à l'inverse, ça veut dire qu'il y a des territoires dans lesquels il fait trop froid pour faire un certain nombre de trucs aujourd'hui, où il va faire suffisamment chaud pour les faire. Et donc, eh ben, il va falloir transformer l'économie et les agricultures pour s'y adapter. Ce sera une opportunité. Le climat ne vient pas que avec des risques d'un point de vue microéconomique. Selon la façon dont les entreprises vont s'adapter, et si elles s'adaptent mieux et plus vite que leurs concurrents, elles ont une opportunité de construire un avantage concurrentiel. Parce que le climat va complètement les déplacer. Voilà, donc euh, cette question de l'agilité, en fait, je parle des entreprises, mais c'est vrai, l'économie, c'est nous, c'est pas juste les entreprises. Cette question de l'agilité, de notre capacité à changer nos modes de vie individuels, collectifs, cette intelligence collective, pour moi, c'est une partie du changement qui est au moins aussi fondamental que les grands choix technologiques et techniques sur lesquels Jean-Marc nous alerte, nous informe avec toute sa pédagogie.
Bonjour. Merci. Ouais, aujourd'hui, j'ai en effet, j'ai deux métiers, on va dire. Je suis associé dans une jeune entreprise de capital risque qui finance, des entreprises, des aventures d'entreprises, pour, contribuer à inventer l'agriculture et l'alimentation de demain. Et puis par ailleurs, j'ai un travail, je dirige, un organisme qui crée des normes internationales sur, le climat, l'écologie et le social pour les marchés financiers mondiaux. Pour ça, je suis basé à Francfort. Hem, donc dans le cadre de ce premier, en effet, de cette première mission, hem, j'ai choisi de continuer à creuser le sillon de l'agriculture et de l'alimentation. Pourquoi je pense que c'est important? Parce que je pense que depuis 2 générations, on s'est déconnecté de l'importance et de la réalité de l'agriculture. Hem, on a désintermédié ça. Vous avez sans doute des grands-parents, pour certains d'entre vous, qui étaient agriculteurs. Moi, c'est mes arrière-grands-parents. Mes grands-parents ne l'étaient pas. Mon frère l'était. Mais l'urbanisation a fait en France, 75-80 des habitants, habitent, en ville. Dans le monde, c'est 60 et les villes occupent 2 de la surface de la planète. Ça veut dire qu'on est habitué à vivre dans des tout petits endroits, très serrés les uns sur les autres et les uns avec les autres globalement, et on ne sait plus comment ça marche à l'extérieur de ça. Ce qu'on en voit, c'est, des boîtes avec des images de produits, sur des linéaires de grande surface. À tel point que, aux États-Unis, il y a plein d'enfants, de 10 ans qui savent pas qu'il y a un rapport entre le jambon et le cochon. Alors en Bretagne, je pense qu'on s'en souvient, mais, en Californie, on ne sait plus. Heu, il y a, 15 des jeunes, tenez-vous bien, aux US dans une enquête, qui pensent que le lait au chocolat, ça vient de vaches qui sont marrons. Incroyable quand même. Ça, non, c'est vous dire à quel point c'est déconnecté. Donc cette déconnexion, elle fait qu'on comprend plus rien à l'agriculture. Les agriculteurs, c'est 2 d'entre nous qui nourrissent 98 des autres et on ne sait pas comment ça marche. Mais du coup, on ne sait pas non plus comment, les abattoirs fonctionnent. On ne veut plus savoir. Ce qu'on veut, c'est avoir notre, hamburger avec un bon steak dedans ou notre, carré de poisson ou notre boîte de sardines, mais avoir la conscience de ce qui de l'alimentation qui est l'un des gestes les plus intimes que nous faisons puisque c'est le seul truc qu'on se met dans l'organisme, hein, a priori, plusieurs fois par jour. Les vêtements, on aime bien les fringues, les marques et tout ça, mais c'est sur nous. Shampoing, c'est dans les cheveux. Là, c'est en nous. Les Grecs disaient que nous étions ce que nous mangeons. Donc, hem, la conscience de cet acte, qu'est manger, nous l'avons perdu en grande partie dans notre civilisation occidentale. Elle a perdu son côté sacré, alors qu'elle avait un côté sacré il y a encore pas très longtemps et dans toutes, heu, les sociétés dites, vernaculaires, les sociétés traditionnelles,
manger, c'est sacré. Thanksgiving qu'on vient de fêter aux États-Unis, rendre grâce, c'est les premiers pionniers qui remerciaient pour les récoltes et le fait qu'ils avaient à manger. Les offrandes dans toutes les religions, pas toutes, non, dans beaucoup de religions du monde, les offrandes, c'est de la nourriture. Donc il y a une dimension sacrée dans l'alimentation et qu'on y soit sensible ou qu'on en soit conscient et qu'on soit connecté à cette réalité du sacré par une religion ou qu'on ne le soit pas, il y a une dimension en tout cas spirituelle dans l'alimentation. Et évidemment, on l'a complètement perdu puisqu'aujourd'hui on parle de biens de grande consommation. Voilà. Donc un des trucs qu'on a vraiment perdu, c'est le fait que nos modèles agricoles sont largement subventionnés aux énergies fossiles, fonctionnent grâce à ça, que ce soit au travers des intrants, des engrais, des fertilisants, des herbicides, bien sûr de la mécanisation, qui a multiplié, comme le dirait Jean Covici, par 200 la force d'un agriculteur pour les machines qu'on utilise. Parce que nous ne payons pas le pétrole. On paye sa transformation, mais le pétrole en tant que matière première, on ne le paye pas. Et il y a une deuxième chose qu'on ne paye pas dans l'agriculture, c'est le sol et la dégradation des sols. Et pour augmenter la productivité, parce que les prix devaient baisser, on en est arrivé à ne plus renouveler les sols. C'est-à-dire qu'il y a une dégradation des sols à plein d'égards. En Bretagne, c'est du nitrate. Aux Pays-Bas, c'est beaucoup du nitrate aussi, à tel point qu'aux Pays-Bas, ils en sont à se dire, le gouvernement, il y a tellement de nitrate, et comme vous le savez, c'est un pays qui est en dessous du niveau de la mer, donc l'eau est très très présente, donc le nitrate descend dans les sols et ensuite se répand dans les nappes phréatiques, et du coup il réapparaît dans l'eau du robinet un peu partout, il repollue les sols. Ils en sont l'année dernière, il y a eu une discussion sur faut-il tuer un tiers des vaches aux Pays-Bas. C'est ça le genre de question là où on en est. L'intensivité de l'agriculture ne tient pas compte de sa résilience. Elle cherche son efficacité parce que chez Leclerc, on veut que ce soit le moins cher possible. Et moi, je le dis depuis 15 ans, nous ne payons pas le véritable prix de notre alimentation, ni pour rémunérer de façon décente les éleveurs ou les agriculteurs, qui est un métier que les gens font complètement par passion et qui permet à peine de vivre la plupart du temps, ni les agriculteurs de demain, parce que 30% des sols en France sont dégradés, 70% des sols aux États-Unis sont dégradés. On devrait, au lieu d'extraire du carbone du sol, l'agriculture produit à peu près 18% des émissions nettes de carbone, c'est à peu près autant que toute l'industrie, sauf que l'agriculture, elle a ce côté magique qui est qu'elle peut rentrer le carbone dans le sol si on passe par des techniques d'agriculture régénératrice, qu'on arrête le labour, qu'on soit sur semi-couvert, etc., etc. Donc, j'ai dit ça parce que, en effet, ce qui m'a frappé avec le Covid, c'est qu'on s'est rendu compte que manger, ça allait pas de soi, que les chaînes alimentaires, ça allait pas de soi, que ce qui nous paraissait aller de soi, en fait, non, c'était plus important et plus compliqué que ce qu'on avait imaginé. Et le changement climatique va accroître ces phénomènes-là, comme je l'ai expliqué par exemple pour le maïs tout à l'heure, mais c'est juste un exemple parmi beaucoup, beaucoup d'autres. Donc, pour moi, nous sommes dans une civilisation où nous avons minimisé la valeur et le prix de l'alimentation, et ça n'est pas tenable. C'est tout simplement pas tenable. Je ne crois pas qu'en France, on puisse continuer à vivre avec 12% du budget des ménages qui passe dans l'alimentation. Il faut que ce soit plus que ça, il y a zéro doute pour moi. Sinon, on ne fera pas la transition qui permettra que ce soit durable. Donc, on sera dans des dépendances alimentaires et à des systèmes qui ne sont pas tenables. Ce qui ne veut pas dire évidemment qu'il ne faut pas protéger les plus vulnérables de nos concitoyens de cette inflation-là. Et après, il y a la question de comment on fait les transferts sociaux qui font que tout le monde
passe au travers. Je ne suis pas en train de parler de bio pour les bobos parisiens du 17e arrondissement. C'est un c'est pas un sujet très intéressant celui-là. Voilà et donc et par rapport à ce que tu dis sur la question des éleveurs, il y a une espèce de «je t'aime moi non plus», en permanence qui est lié à ces contradictions-là et tant qu'on n'aura pas dénoué ces contradictions, sociétales, on sera dans des injonctions contradictoires. C'est-à-dire qu'à la fois, les urbains, 80 que nous sommes, adorent la campagne. Les agriculteurs sont perçus, d'un côté comme étant les gardiens de cette campagne, mais d'un autre comme les gros pollueurs. Eux ne gagnent pas un rond. Ben oui, c'est clair que ça ne marche pas bien, quoi. Et nous, ce qu'on avait essayé de faire comme grande entreprise, c'était justement des modèles dans lesquels, on avait, on avait sorti, les la référence au prix du marché pour le lait, de façon à garantir la marge des éleveurs, mais c'est une marge qui, de mon point de vue, restait, insuffisante, hein. Et les états généraux de l'alimentation de 2019, ou 2017 pardon, ont été nécessaires mais pas suffisants. Bah, pardon, je m'arrête là parce que je pourrais être super long sur ce chapitre, mais, je comprends très bien que ce soit une question, qui vous habite, hein. Merci pour la question. J'ai encore, une question si vous voulez. Merci Olivier. Hem, c'est sympa qu'il y ait un petit camarade qui t'ait proposé de te présenter là, j'ai senti qu'il y avait du bruit, à ta droite. Hem, mon fils Olivier, aussi, a fait partie, des jeunes qui m'ont, encouragé sur le chemin que j'ai pris. Mes 3 enfants, en fait. Ils sont plus âgés que vous, là, ils ont plutôt, entre 26 et 30 ans. Hem, mais ils se sont posés plein des questions qu'on vient d'aborder là et j'ai trouvé beaucoup d'énergie à les écouter et beaucoup d'envie de réfléchir à leur génération et à la façon dont, comment je pouvais, aider à transmettre, ouais, des choses qui leur permettent, de vivre, ensemble, sur une petite planète qui tournerait à peu près correctement pour nous tous. Comment j'ai fait? Écoute, avant tout parce que je pense que j'ai je n'ai jamais, comment dire? Je vais revenir sur ce que je disais tout à l'heure, j'ai eu la chance de ne pas avoir hem, à demander de travail et du coup, j'ai à chaque fois réfléchi avant d'accepter, tu vois? Même quand j'ai été, nommé, patron de Danone en 2014, j'ai pas dit oui tout de suite. Ça faisait, 15 ans que j'étais dans l'entreprise. J'ai demandé 3 semaines de réflexion et je suis parti en montagne. Je suis parti grimper, je suis parti discuter avec des gens qui me connaissaient depuis que j'étais ado, pour certains d'entre eux, des gens que je respectais, des figures spirituelles pour moi, des copains guides, des copains bergers, parce que je pense ils me voient pour ce que je suis et ils me voient pas. Tu sais, on me dit souvent, «Vous êtes un grand patron». Non, j'étais patron d'une grande entreprise, je suis pas un grand patron, je suis pas plus grand que les autres. J'étais patron d'une grande entreprise, oui, ça c'est un fait. Mais
Je pense que j'ai eu cette chance-là, en fait, de jamais me sentir, défini, malgré ce que je disais avant, défini par mon statut professionnel. Défini par mon travail, oui, c'est-à-dire c'est quoi mon axe, c'est quoi en quoi j'essaye de co-créer, de créer quelque chose, ça oui. Mais un statut, une étiquette, un job en haut d'une pyramide ou je sais pas quoi, en fait, j'ai toujours résisté à ça. Faut dire que j'aime pas beaucoup les institutions. Je me méfie beaucoup des institutions. Et c'est pas pour, enfin, c'est juste un avis personnel, hein. Je comprends, elles sont nécessaires et cetera, mais je crains beaucoup le pouvoir qui vient avec, et l'arbitraire de ce pouvoir. Donc ça m'a aidé à j'ai un petit, caractère transgressif, on va dire, qui m'a aidé à me tenir à l'écart des étiquettes, et la profondément, je pense que ce qui m'a permis, moi, de rester «les pieds sur terre» entre guillemets, c'est que j'ai un frère, qui avait 1 an de moins que moi, avec qui j'ai grandi et qui est mort maintenant, qui est mort jeune à 44 ans, qui était atteint d'une maladie, psychiatrique, compliquée, qui s'est déclarée à 18 ans et on s'est jamais quittés. Et il m'a emmené dans des endroits absolument incroyables et pour moi, sa vie vaut autant que la mienne. Je vois pas comment je pourrais imaginer que sa vie ne vaille pas autant que la mienne, quoi. C'est inimaginable pour moi et 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 du coup, ben, j'ai vécu aussi, tout ça avec lui. J'ai, tu vois, je veux dire, il a été pour moi une vraie force de rappel et c'est ce que tout à l'heure, évoqué en introduction, le fait qu'il m'arrivait d'échanger avec des audiences plus nombreuses que les vôtres. Oui, en 2016 à HEC, j'ai dit quelques mots de ce qui s'était passé, dans sa vie et du coup dans la mienne. Donc, je vais terminer par ça du coup, mais c'est, vous encouragez vous à ne pas, quitter, la surface de la terre. Là, vous êtes, peut-être appelé à des responsabilités, ce que je vous souhaite, hein, pour que vous grandissiez aussi en tant que personne, en tant que créateur par le travail, créatrice par le travail, par votre travail. Mais ouais, essayez, plus on vous donnera peut-être des responsabilités, plus vous vous sentirez investi dans votre travail, de garder, des connexions avec le reste du monde, et y compris, je vous disais, asseyez-vous dans la rue. C'est le meilleur moyen pour pas se prendre pour un grand patron, quoi. Et on est toujours le grand patron d'un autre, hein, faut se méfier. On n'a pas besoin d'être patron d'une boîte de 100 000 personnes pour être déjà grand patron. Moi, j'ai fait mon service militaire, hein, mon caporal, c'était déjà le grand patron, hein, il dirigeait 7 personnes, donc ça vient vite. Donc hem, voilà, gardez cette vigilance-là, moi, j'y ai trouvé beaucoup de joie, en tout cas, à être avec, des personnes qui vivaient parfois en situation de précarité mais aussi au plus près de la nature et je pense que c'est ça aussi qui fait que ça a guidé un peu mon chemin et ça a été mon étoile quoi, pour pas perdre le cap. Voilà. Merci Olivier et puis, du coup, bonne route à vous tous, là, à vous toutes. Bonne chance dans votre futur et ce qui me ferait plaisir, à la fin de l'année, c'est que Elsa ou quelqu'un d'autre me donne des nouvelles de ce que, tous là, vous allez faire, après vos après votre année de prépa. À bientôt et Elsa, je vois que vous m'appelez donc je décroche.
Merci à vous tous et vous toutes. Bonne route les amis.